Yop les pilotes et bienvenue dans le paddock pour ce nouvel épisode de Test Drive. Aujourd'hui on va tester une japonaise, elle est équipée d'un 6 cylindres en ligne de la série JZ. Is that a Supra? C'est une Supra! Eh ben non, c'est pas encore une Supra, c'est une Toyota Mark II Blitz, elle nous vient directement du Japon et c'est Jordan qui va nous la présenter. Et oui, c'est un break avec un JZ sous le capot. Salut Jordan. Salut. Tu vas donc nous présenter aujourd'hui ta Mark II Blitz. Oui, c'est ça. Une voiture japonaise, importée, totalement inconnue chez nous. Elle est sortie exclusivement au Japon, celle-ci, dans les années début 2000, entre 2000 et 2005, je crois. Et ouais, normalement, je dois être le seul en Belgique à posséder cette voiture-là. C'est un privilège. Et du coup, la question logique, comment tu en es arrivé à cette voiture qu'on ne connaît pas du tout? Tout bêtement. J'étais tranquillement sur mon PC, comme ça, comme un gros geek. J'ai vu l'annonce passer, et j'ai aimé, et je l'ai acheté. Et l'annonce était au Japon ou elle était Non, déjà non, chez je nous? suis passé par le garage W-Spec du côté de Liège. Et il l'avait déjà importé il y a plus ou moins un an, je crois. Et il l'a mise en vente et je me suis dit, bon, pourquoi pas. Modèle vraiment très peu commun. Je peux pas dire que c'est la première fois que j'en vois une, puisque lors des ADP sur Toyota, on l'a vu à plusieurs moments en arrière-plan. Puisque tu étais à la balade d'Adrien, ouais. sur laquelle je tournais ma vidéo, mais c'est la deuxième fois que je la vois. Ouais. Pourtant, je roule beaucoup et tout ça, donc pourrais me croiser souvent sur la route. Ah, il faut encore qu'on soit sur les mêmes routes. Ouais, c'est ça aussi. Je pense que je t'ai plus croisé avec ta MX-5 qu'avec celle-ci, et je te croisais déjà pas souvent. Ouais, c'est vrai. Donc, voilà. Ouais, il y a longtemps ça. Alors, mécaniquement, qu'est-ce qu'elle nous cache? Alors, moteur bien connu comme il y est dans les Toyota Supra. Donc c'est le 1JZ GTE, un 2,5 litres 6 cylindres, 280 chevaux. Bridé à 280 chevaux. Ouais, et bridé en vitesse aussi. Je l'ai pas encore fait débridé, donc je suis bridé à 190 km/h GPS. Ouais, donc 180 compteurs. Ouais. D'un côté. De toute façon, le compteur va plus haut, donc. Quand tu es à 180, il va un petit peu plus loin, mais bon. Et alors je suppose que comme la Soreur, donc bridée à 280 chevaux sur le papier, je suppose qu'elle en fait 330 comme la Supra, comme la Soreur, comme... Je ne l'ai pas encore passé au banc, je ne sais pas du tout combien elle sort. Alors je t'invite à ouvrir le capot, on va quand même jeter un coup d'œil sur la bête. Est-ce qu'il y a des petites modifications dessus, en dehors de la ligne ou pas? Non, les combinés filetés, les jantes, c'est des véritables NK RFP1. RFP1. Elles sont superbes. Et sinon, non, au niveau moteur et tout ça, il n'y a aucun changement, c'est tout d'origine. Peut-être que la calandre carbone, c'est de l'adhésif ou... Oui. C'était quoi, chromé en dessous ou c'est juste une baguette pince? Non, elle est grise. Je sais pas pourquoi elle est grise, mais un gris clair. Ah, d'accord. Maxime Carbone! Et non, le bloc. On peut voir qu'il est un peu plus récent que celui de la Soreur, puisque la culasse est grise avec les lettrages. Poussiéreux, un peu crade. Oui, enfin bon, c'est ton délit et c'est ton véhicule utilitaire en même temps. Ouais. Il n'y a plus que familial qu'elle n'est plus, vu que tu l'as transformé en utilitaire. C'est 2 places. Ouais. L'idée de ce que c'est, le ETC SI, c'est encore un système d'injection chelou de Toyota qui se raccorde sur le VVTI. Ouais. En tant que ça roule, moi je m'en fous des inscriptions. This beast's got 500 horsepower and a Borla exhaust system. It does 0 to 60 in like 4.3 seconds. That's about right. That's about right. Wow. You can read the brochure. Comme je te disais tout à l'heure, je les trouve superbes. Alors, elles sont 18 pouces. J'ai 2 tailles différentes. À l'avant, c'est du 9 de l'arche en ET 38. Et à l'arrière, c'est du 9,5 en ET 15. Pour que ça soit un peu plus à fleur de l'aile et tout ça. Je suppose que d'origine, elle avait 4 jantes les mêmes quand même. Oui. Mais c'était du 17. Ça ressemblait à quoi les jantes d'origine? C'était assez sage, je suppose, à l'époque. 5 branches chromées, comme on peut retrouver sur les Lexus, les GS300. Il me semble qu'ils ont mis à peu près le même modèle. J'ai essayé d'en retrouver des origines, mais impossible. En vrai, ça lui va bien les Unki comme ça, mais... Ouais, mais pour l'hiver... Ah oui, pour l'hiver c'est autre chose, ouais, mais ouais. en tout cas pour le look, elle est bien comme ça. Pour l'hiver, j'ai racheté des jantes Lexus.
Le GS300 aussi, ça passe nickel, même en trax, tout, même au centre, donc ça fait bien le taf. Alors je remarque aussi que les bas de caisse pare-choc sont assez proéminents. C'est un kit ou c'était d'origine? Bah, c'est un kit vendu d'origine, justement, chez Toyota là-bas au Japon. C'est un accessoire ou elles l'ont toutes Non, c'est un accessoire, on peut les retrouver sans, mais ça fait lisse, ça fait bizarre. Même la calandre, c'est pareil. Je pense que ça fait moins sportif sans la calandre calandre aussi, on peut l'avoir ciblée. Un peu, le logo ressemble un peu à celle des Chrome. Ça match bien avec les jantes, avec le kit finalement. Ouais, au final, ouais. Et alors à l'avant, ce sont bien des anti-brouillards dans le bouclier ou bien c'est des feux de virage comme sur la Sauveur? Non, c'est bien des anti-brouillards. C'est des anti-brouillards. Ouais. Et alors à l'arrière, on a des feux tout en finesse. Ouais, c'est ce qu'il y a de plus massif dans l'auto. Genre le feu stop, il fait ça. Les clignotants, il fait ça. Ouais, mais c'est énorme. Les feux de recul, ils sont énormes aussi. Ça me rappelle un peu les feux des... Je crois que c'est Cadillac qui avait fait un break. La CTV. Ouais. C'est un peu le même style de feu. Ouais. L'avant, ça ressemble fort à Lexus. Et l'arrière, beaucoup au Cadillac. La Cadillac. Par contre, ils se sont fait plaisir sur la taille des feux de recul. Ils sont énormes. Ça t'éclaire la nuit quand tu recules. Ouais, c'est ça. C'est un spot. J'avais pensé les teinter un petit peu pour que ça se fonde un peu plus dans la malle du coffre, parce que c'est fort massif. C'est massif, c'est pas forcément gênant plus que ça. Ouais. Il y a des feux de brouillard à l'arrière là-dessus Ouais, obligatoire en Belgique. Il n'y en avait pas d'origine, ça a été rajouté Ça a été rajouté. Je ne sais pas du tout de quel côté il est, puisque... il doit être à gauche ou au centre. Quand je roule, je suis pas derrière l'auto. À mon avis, je pense qu'ils l'ont rajouté ici en bas, ça a l'air d'être un peu plus fort au niveau de l'éclairage. On a des freins à disque aux 4 coins. Ouais, en 294 mm de diamètre à l'avant et en 306 à l'arrière. En double piston. Les disques arrière sont plus gros que les disques avant? Ouais. Ah, c'est pas pour autant que ça freine mieux. Hein. c'est une caisse qui fait 1,8 tonne, je crois. En général, ils font quand même plutôt l'inverse, ils mettent les gros freins devant et... Quand chez Toyota. Ouais, ils n'ont pas compris le principe. Après, peut-être que l'équilibre des masses du véhicule fait que c'est nécessaire. Hop là. Oh, il fait chaud. C'est que ça aide. Alors déjà, la première chose qu'on remarque, c'est qu'on n'oublie pas que c'est une Blitz, quoi. C'est écrit sur la baguette, c'est écrit sur les paillassons. Et l'intérieur, donc c'est finition là en style carbone ou je sais pas quoi là. C'est tressé là. C'est un genre de tressage carbone. C'est une option aussi, comme les sièges en cuir noir comme ça a été une option parce que normalement ici ça peut être rouge ou gris. Après il y a eu l'option où à la place de ça, c'est un écran, donc il y a toujours les 2 bouches d'aération, et juste là, c'est un écran. Et tout ce qui est commande de l'Airco et tout ça se trouve ici. Je suppose que tu as peut-être le GPS intégré au-dessus, si tu as l'écran. Ouais, c'est ça, il y a GPS intégré et tout ça. Moi, c'est l'option 100, mais j'ai rajouté un écran, toujours du chinois. On a une boîte automatique. Boîte automatique 4 rapports. Sur lesquels tu peux forcer pour qu'elle ne monte pas plus haut que la 2. Donc, ouais, même la première. Ça, c'est la première, la deuxième, troisième. Et en allant sur la gauche, on repasse en automatique complètement. Et après, basique, neutre, marche arrière et parking. Et le bouton pour débloquer la boîte s'il y a un souci. Ouais, on appuie dessus, on débloque. Tu as le même switch que dans la Saurer, avec le mode normal qu'ils ont appelé Snow, ou le mode Power. Ouais, Power, en fait je sens aucune différence. Tu le mets, il n'y a rien, enfin je vois pas du tout à quoi ça fait. Normalement c'est uniquement au niveau de la gestion de boîte, le niveau du moteur ça change rien. Le mode Snow est censé être plus doux, moins monté dans les tours, le mode Power est censé aller un peu plus, peut-être pas au rupteur mais plus proche. Ah, je tape le rupteur. Et changer de vitesse plus vite selon Clyde, après, en full auto. Ouais. Au niveau de la planche de bord, c'est assez basique finalement. Ouais, vraiment. Le contour, le taki, l'indicateur qui dit dans quelle vitesse, dans quel mode la boîte de vitesse se trouve. Ça ressemble un peu au Lexus aussi, le fait que ça soit au milieu indiqué avec un petit témoin vert pour dire la vitesse à laquelle on est. C'est très Toyota de cette époque-là finalement. Très Toyota japonaise de cette époque-là du moins. Et compteur en km/h forcément parce que le Japon c'est en km/h et en kilomètres aussi. Seulement il est bridé jusqu'à 180, mais il va un petit peu plus loin, mais la voiture non, qu'elle est bridée. Après 180 en Belgique c'est déjà bien, en France aussi. On est limité à 120 donc... Il n'y a qu'en Allemagne que potentiellement ça peut être chiant. Mais... Oh
Ouais, si, c'est chiant en fait. Si. Bah, disons que t'as les BMW qui te dépassent. Ouais, bah on a 190 sur l'autobahn ou des trucs ainsi, on se fait doubler par des vieilles classes A en diesel. C'est un peu Ouais, ralent. c'est ça. Alors qu'elles ont 120 chevaux, t'en as presque 300. Et surtout que les mecs, ils te voient au loin, ils te disent il y a un truc bizarre devant, accélère Jean-Paul. Ouais, c'est ça. Et ils te doublent, ils sont tout contents parce qu'ils t'ont doublé, alors que tu peux leur mettre la misère quand tu veux quand même. Et alors je m'attendais comme dans la Soror à ce qu'il y ait le logo Mark II sur le volant, et là non, ils se sont décidés à mettre un volant avec le logo Toyota. Ouais, c'est un volant Corolla, ça. On dirait, dans les Corolla, il y avait quasiment les mêmes. Oui, c'est un volant qui est assez traditionnel. Il est... Pas de bouton, pas de palette, rien, tout basique, un klaxon. Oui, c'est vrai qu'il n'y a même pas les commandes au volant, ça, je viens de percuter sur le fait que tu l'as dit. C'est vrai que c'est un peu particulier, on s'attendait. Est-ce qu'il y a le cruise control dessus ou... C'est une option, mais je l'ai pas. Et elle l'a pas, d'accord. Non. Puis alors là, je vois ton porte-clés, c'est une bougie. Ouais. C'est une vraie bougie NGK que tu as transformée ou... Ouais, c'est les bougies de mon MX5. Ah. Je les ai changées, puis je me suis dit, ouais, pourquoi pas un porte-clés, ça peut être pas mal. On a tous des porte-clés un peu bizarres. À l'autre, bah, Effectivement. c'est le crew. C'est par Close au cou. Le cru. Je suppose qu'elle a le mode rampant comme toutes les automatiques ou... Quand elle veut. Ouais. Quand elle veut, elle l'a. Ah, la sonorité, c'est un peu plus marqué que dans la Soror. Ouais, mais c'est vide à l'arrière. Hein. Oui. L'accélérateur est sensible. Ouais, je vois ça. Un verrouillage automatique à pas beaucoup de vitesse. 20, je crois. 20, je pense, ouais. C'est ce que je dis aussi. Et donc, si tu cherches les oui, ils ont inversé ils sont à droite. commandes, j'ai remarqué. C'est ce que j'ai préparé à dire. Ils ont inversé les commodos comme dans la Supra, comme dans la... Comme quasiment toutes les voitures japonaises. Dans les MX5 que j'ai aussi, c'est une Onos. Et Ah ouais, c'est une version japonaise. J'ai les Cryoton aussi à droite. Et au quotidien, la ligne comme ça, un peu plus chantante que d'origine, c'est pas fatigant de faire le trajet? À partir de 2500 tours, c'est plus ou moins 100, 120 km/h. Ça devient assourdissant, ça fait vraiment ouais, tout le temps. Et sur autoroute, c'est assez chiant. Soit il faut rouler à 100, ça reste supportable, ou alors à 130. Bon, t'es en excès de vitesse, mais ça passe encore. Ouais, à 120, t'es vraiment dans la zone de résonance. Ouais, c'est ça. C'est 2500 tours. Entre 2500 et 3000, c'est gros bordel. C'est quoi la réaction des gens quand ils te voient arriver? Bon, les organisateurs, si tu dois t'inscrire à l'avance, ils ont une petite idée d'eux, mais il y a un truc sympa. Ouais, et encore. Ouais, la réaction des gens, c'est du genre pas mal votre voiture. Excusez-moi, mais on dirait un corbillard. Bah ouais, ça fait la 300e personne qui me le dit. C'est parce qu'elle est noire. Et qu'elle a une coupe de corbillard fort carré, fort. Ouais, c'est japonais. C'est assez élancé. Et c'est vrai qu'en plus, il y a beaucoup de corbillards Cadillac par chez nous. Ouais, c'est vrai que l'arrière fait très Cadillac. Sauf qu'un corbillard, bah, c'est quasiment 1 mètre de plus à l'arrière, niveau longueur. C'est plus haut. Et c'est un peu plus haut aussi, c'est rien à voir. Bah bon, je trouve ça marrant. Les gens, ils sont là, ils débloquent un peu. Je croise même des gens sur l'autoroute, quand je regarde dans les rétroviseurs et tout, ils prennent des photos aussi. Et finalement, la seule RHD que j'ai pilotée en manuel, c'est la MG. C'était ma première RHD en boîte manuelle sans aucune assistance. Et puis depuis, vous me facilitez la vie avec vos japonaises. Elles sont RHD, mais elles sont toutes boîte auto. Les japonais aiment bien l'automatique ou J'ai cette impression-là aussi, parce que beaucoup sont automatiques, que ce soit Lexus, Toyota, Nissan. C'est-à-dire pour eux, c'est le luxe, c'est d'avoir une boîte auto, j'ai l'impression. Bah oui. Et à ce moment-là, les boîtes automatiques coûtaient beaucoup plus cher et c'était plus rare, parce que forcément. Je trouve ça assez spécifique parce qu'on a l'impression que les Japonais à ce niveau-là sont très à l'américaine. Ouais, et quand tu dis et quand tu dis à un Japonais j'ai l'intérieur cuir, il te dit c'est la version basse en fait que t'as. Ouais, c'est ça. Moi j'ai l'intérieur en laine. En alpaga. Ouais, c'est ça. Ou limite même en tissu quoi. Ouais, c'est ça. Ils vont sortir des sièges en peau de crocodile. Mon Dieu, c'est quoi ça pour un Dodan? Ouais, j'ai jamais frotté avec les voitures que j'ai testées, même les plus basses. Ah, ça frotte. Ah bah ouais, ça frotte. Attention, la descente.
Parce Hop que là, ce qu'il y a, la c'est petite qu'il ligne. faut pas freiner, quoi. Non, la ligne qui touche, c'est habituel. Si tu freines, tu tasses. Parce que là, c'est que t'as un peu plus de Ouais, il y a porte-à-faux du que poids sur aussi, une X5. Ouais, en plus, elle est chargée. Je suis bas, chargé. Ah merde. Ici, globalement, tu changes à 3000 avec le mode normal. En montée. Maintenant, là, t'effleurais juste la pédale. Oui, j'étais pas pied dedans. On va accélérer plus 85 km/h, c'est bien. Ça ne laisse pas indifférent. On va juste passer un peu plus bas, on va voir si dans la dernière ligne droite ça fait quelque chose. Quand j'accélère ou quoi, je ne mets jamais le mode automatique. Je passe toujours les vitesses manuellement. Ça pousse. C'est quand même assez réactif. J'ai même l'impression qu'au kick-off, elle est plus réactive que la Soreur. Je sais pas, j'étais dans une soirée. Alors que la Soreur c'est une GT, ici c'est un break familial. Donc normalement, tu t'attends plus à des perfs d'une GT que d'un break. Ouais, c'est ça, ouais. Tu t'attends pas déjà qu'un break avance autant. Surtout, t'imagines avec les gosses derrière qui passent peut-être pas le carreau et tu tapes une pointe à 260. Tu t'y attends pas quand tu connais pas. Ouais, Maintenant, quand tu connais Toyota, que tu sais qu'il y a un JZ sous le capot. Il n'y en a pas beaucoup qui connaissent, hein. C'est un modèle très peu connu. Enfin, surtout en break. Ah, mais non, ils font les Mark II en berline qui sont un peu plus connus, qui ont aussi le 1JZ GTE dedans. Ah, c'est quand même surprenant en termes de performance avec de la part d'un break. Ouais. Surtout que bon, là il y a quand même quelques kilos de plus que juste 12 humains taillés dans un cure-dent. Il y a 3 hommes derrière. De 80 kilos facile. Ça marche vraiment bien comme je vais dire petite voiture, bon petite est peut-être pas le bon terme. À 4,77 m, non. On en trouve des 5 mètres, c'est inadapté au marché américain, c'est honteux monsieur. C'est honteux. C'est trop petit. Les Américains vont jamais acheter ça. Quel beau bruit. Mais du turbo aussi. Ah oui, il y a ça. Un petit peu. Alors, fin de l'essai routier. Le moment d'aborder les avantages et les inconvénients de la voiture. Et c'est au propriétaire d'être le plus juste possible. Mauvaise foi autorisée. Ouais. Les avantages. Le fait que ça soit rare. Que Belgique, normalement, je dis bien normalement à chaque fois, il y a que celle-là. Avec celle-là en Belgique, parce que peut-être qu'en France... Ouais. En France, il y en a une du côté de Toulouse, si elle est toujours là-bas. Aux Pays-Bas, il doit y en avoir une aussi, si elle existe encore, parce que dernière nouvelle, elle est un petit peu dépouillée, enfin, un petit peu cabossée dans tous les sens, quoi. Elle roulait encore, mais après dans les autres pays, je sais pas. Si en Angleterre, il y en a 3 ou 4. Seulement? Mais, ouais. Ah, ils sont beaucoup en Russie, aux États-Unis et au Japon. Japon, forcément. Oui. Mais il y en a beaucoup en Russie, énormément. Les Russes, ils sont fanats des bagnoles japonaises, rares et tout ça. Et en plus, s'ils ont une configuration noire comme ça peut faire Yakuza. Ils aiment bien avoir le look un peu nature aussi. Des modèles en noir comme ça, avec le kit, avec le 1JZ GTE. Et là, on est sorti seulement 420 exemplaires. Il n'y a quand même pas eu beaucoup d'exemplaires. Je crois qu'au total, il y en a eu 15 000 à tout casser. En pièces carrosserie, c'est vraiment spécifique à la voiture. Ça, faut tout faire importer du Japon ou de la Russie. Mais bon, la Russie, pour le moment, on n'y compte pas trop. Le Japon, ça prend du temps, mais c'est super dur à trouver aussi. Il faut tomber dessus par hasard ou... Toyota, je suppose, ne produit plus en neuf, il faut tomber sur des stocks. Je n'ai pas encore cherché, je t'avoue. La consommation, ça consomme quand même beaucoup. T'as à combien à peu près? On va dire en roulant normalement. Sur autoroute, on va dire je tape du 14-15 litres. Dans les petits chemins, je monte vite à 17-18 litres au 100. Sans toujours tartiner, en roulant vraiment normal. En tartinant dedans, on monte plus à 20, 25. Gros moteur, turbo, boîte automatique qui chante, t'as le combo gagnant. Mais c'est aussi le plaisir d'avoir une familiale qui chante comme une Supra. Ouais, c'est ça. C'est vraiment pas commun. Les gens se retournent souvent parce que déjà à un certain régime moteur, on dirait une moto.
je trouve. Ça fait le bruit d'une moto Ouais. au loin, quoi. Et puis après, quand les gens se retournent et qu'ils voient ça, ils sont là, ils se demandent quoi. Corbillard qui fait autant de bruit, normalement c'est censé être silencieux, pas le mien. Voilà donc qui signe la fin de ce test drive sur la Toyota Mark II Blitz Vertex Edition TRD. J'en rajoute peut-être un peu. MAMG, GTI, tout ce que tu veux. Merci à toi Jordan d'être venu présenter ta voiture. Ça faisait un bon moment que on avait essayé de caler des dates, pas facile, Planning, la vie d'indépendant. chargé tout le temps. Et puis si tu as d'autres voitures sympas, bien sûr, tu es toujours le bienvenu. Oh, quand la MX5 tournera, pas tout de suite, sûrement pour l'année prochaine ou quoi. Et sûrement moyen. Potentiellement un nouveau tournage l'année prochaine avec toi dans ce cas. Parce que c'est pas une simple MX5. Et effectivement, il y a des passagers en plus sous le capot de ce que j'ai compris. Oui. Du coup, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas également à puncher la cloche de notification. N'hésitez pas à poser le pouce bleu, le partage, le commentaire. Toujours autant de circulation sur mon aire de repos. Oui, mon aire de repos parce qu'elle est à moi. Et c'est faux évidemment. Et puis si vous souhaitez soutenir financièrement le paddock, il y a comme d'habitude le bouton rejoindre et la page Utip. Tous les liens sont dans la description. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. Ciao. Tchuss. Cette sonorité de la part d'un break est juste improbable.